messieurs, bonjour. Nous allons commencer. Nous avons notre dernier intervenant, Marc Lénus, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Donc, je vous propose bien de démarrer notre table ronde désormais traditionnelle, puisque c'est la deuxième année que nous pratiquons cet exercice. Et je remercie tout particulièrement nos intervenants. Je vais laisser la parole à notre animatrice du jour, ou modératrice du jour, Marianne Bérard-Quelin, qui va donc introduire cette conférence. Alors je serai d'abord Madame Ciseaux, je préviens les intervenants. Elle a reçu des consignes strictes de respect de l'horaire. Et comme notre président est aussi assez volubile, voilà, parce que Jean-Marie a mis un nombre de sujets à aborder extrêmement nombreux, parce que l'actualité est très dense et le temps est compté. Donc je vais d'abord commencer par présenter nos intervenants, c'est dans l'ordre d'intervention. Philippe Di Mardio, qui est directeur général de Culture Presse et qui va faire un propos introductif sur la loi de 2019 et ce qu'elle a réformé très bref. Olivier Delclos, qui lui va vous présenter le rôle du régulateur et un focus sur les sujets d'actualité sur lesquels on reviendra. Marc Lénus, qui va nous rejoindre sur l'état du réseau aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est président de la CRDP, par ailleurs président de la commission retail distribution du SEPM. Olivier Delclos, je vais aller un peu vite, mais je vous rappelle que maintenant il a changé plusieurs fois de fonction, mais depuis le tout départ, Olivier Delclos a suivi au sein de l'ARCEP, au travers de ses différentes fonctions au sein du régulateur, la loi de 2019 et l'introduction, les nouvelles attributions que l'ARCEP a récupérées à ce titre. Donc il connaît le dossier par cœur. Et puis Éric Maton, qu'on ne présente pas, directeur général de France Messagerie, et Bruno Hossan non plus, qui donc est directeur général d'Yvelines Distribution Presse et président du syndicat national des dépositaires de presse, et qui interviendront au fil de nos discussions. Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, la table ronde porte sur l'assortiment, les grands sujets d'actualité du moment, assortiment, plafonnement, rémunération et les chantiers à venir en clôture. Donc, je vais donner d'abord la parole pour 2 minutes. Non, j'avais dit 3, mais... Ah, Philippe Di Mardio, oui, tu as raison, c'est 3. Merci Marianne. J'ai donc 3 minutes pour vous parler de l'impact de la loi 2019 sur les niveaux 2 et niveau 3. Heureusement, concernant le niveau 2 dépositaire, ça va aller assez vite dans la mesure où la loi est muette sur le sujet, ce que nous sommes quelques-uns à regretter, à commencer par mon voisin qui ne devrait pas manquer d'en parler tout à l'heure. Je vais donc me concentrer sur le niveau 3. J'ai compris qu'on m'avait invité pour raconter des trucs désagréables. En ce qui concerne le niveau 3, la loi a procédé à des changements. Pour les comprendre, il faut repartir du tout début. Et le tout début, c'est la mission Schwartz, que Marc Schwartz a menée avec le soutien de l'Inspection générale des finances. C'était en 2018, pendant 6 mois. Il a analysé notre secteur d'activité, la distribution, dans un contexte particulièrement difficile. Je vous rappelle que les équilibres économiques de la distribution n'étaient plus alors assurés. Il a inspiré une loi dont l'État s'est emparé, qui à la fois préserve un certain nombre d'acquis de la loi de 1947 et apporte des changements. Et ces changements étaient justifiés par ce que Marc Schwartz avait appelé l'identification de dérives et de dysfonctionnements. Je cherchais les mots exacts de Marc, histoire de ne pas dénaturer sa pensée. On pourrait en parler très longtemps des dysfonctionnements. Je voudrais, moi, insister sur une seule dérive qui a été mise en œuvre au fil des années. En fait, ce qui se passe, c'est que les règles qui ont été appliquées par la filière pour distribuer la presse se sont construites dans un cadre très dérogatoire au droit commercial commun
et elles ont été inspirées par une pratique et non pas par le droit. Marc Schwartz était appuyé sur le Conseil d'État pour vérifier quelles étaient précisément les obligations d'un marchand de presse au regard du droit constitutionnel de la liberté de la presse. Et il en a tiré une conclusion assez simple, c'est que toute la presse n'avait pas le même droit à s'imposer dans les points de vente. On a donc créé 3 catégories de points de vente, c'est l'article 5 de la loi. Si on résume le 5.1, c'est la presse d'information politique et générale. Là, on est très clairement dans une obligation issue de la Constitution, elle s'impose dans les points de vente sans aucune contrainte. Je voudrais vous dire que l'État avait originellement souhaité s'en tenir là, en disant nous ne sommes concernés que par la presse d'information politique et générale, le reste, c'est des petits points, et ça se distribue dans le cadre commercial commun. Heureusement, un certain nombre d'acteurs, y compris la FNPS et Culture Presse, se sont opposés à ce principe qui était contraire aux besoins de diversité et d'efficacité. On a donc créé une deuxième catégorie qui est le 5.2. Cette catégorie, ce sont les titres disposant d'un numéro de CPKP. Ceux-là sont distribués dans le cadre d'un assortiment, d'une régulation des quantités issues d'un accord interprofessionnel. Et enfin, le 5.3, qui sont les titres n'ayant pas obtenu l'agrément de la commission paritaire, qui sont distribués dans un cadre dans lequel le marchand est totalement libre de les accepter et d'en fixer les quantités. Marianne, je vais m'arrêter là. Alors là, excellent. Donc je vais passer. Dans le 5.3, il y a également des titres non assortis ayant une autre commission paritaire. Alors, on pourrait en parler Alors, très voilà, Jean-Marie, c'est un des points qu'on va évoquer plus tard. Donc, Olivier Delclos, à votre tour. Oui, bonjour, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour venir sur les 6 dernières années de régulation de la distribution de la presse par la Poste, par l'ARCEP, que j'ai suivi tout d'abord en tant que chef d'unité et maintenant en tant que directeur internet de Presse Poste utilisateur. Donc effectivement, la loi de modernisation de la distribution de la presse de 2019 a confié à l'ARCEP cette mission, et à ce titre, elle doit veiller à la continuité territoriale et temporelle de la distribution de la presse, à la neutralité et l'efficacité économique de cette distribution, et enfin à la couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. Donc son entrée en fonction a été un petit peu mouvementée, puisque fin 2019, début 2020 a malheureusement connu la crise Presstalis. Toutefois, depuis 2019, on a mis en œuvre un certain nombre de compétences. Tout d'abord en matière d'agrément des sociétés en charge de la distribution, donc également appelé des messageries. Donc à ce titre-là, on peut d'abord proposer au gouvernement un cahier des charges pour cette distribution. C'était en mars 2021. Puis, en application de ça, on a agréé 3 acteurs aujourd'hui sur le marché. Le premier, France Messagerie en 2021, MLP à la fin de l'année 2021, et finalement News SEI en 2022. Autre mission qui nous est confiée, une mission de régulation comptable et tarifaire. Donc à ce titre, 3 principales actions que l'on mène de manière récurrente. S'agissant des barèmes des messageries, on rend des avis sur ceux-ci afin de veiller à ce qu'ils soient non discriminatoires, leur orientation vers les coûts et qui permettent une concurrence loyale entre les acteurs. Donc depuis 2019, je m'ai rendu pas moins de 19 avis. Également une mission de comptabilité réglementaire. Donc l'ARCEP a défini les règles qui s'imposent aux messageries pour comptabiliser les coûts, donc qui a été fait en 2023, et les messageries ont transmis les premières restitutions au titre de l'année 2023. Et troisième axe tarifaire, la fameuse péréquation, dont l'ARCEP fixe les motifs de calcul. C'était ici en 2021, et chaque année, elle a arrêté les montants correspondants pour l'année 2020, 2021, 2022, 2023 et prochainement pour 2024. Et dernier axe que j'évoquerai, qui fait également partie des sujets qui seront évoqués par la suite, c'est on a bien conscience du caractère crucial que représente le réseau de marchands de presse pour maintenir un accès local à une presse diversifiée.
Et donc à ce titre, l'ARCEP a mis en œuvre ses compétences pour renforcer l'attractivité commerciale et financière des métiers de marchand de presse. Commercialement d'abord, par rapport à l'assortiment. Donc comme évoqué par Philippe jusqu'à présent, pour la presse dite CDPAP, la loi renvoie à un accord interprofessionnel pour définir la liste des titres assortis chez les marchands et les quantités correspondantes. Donc à ce titre, l'ARCEP a émis des avis sur la conformité des accords qui ont été soumis à 3 reprises. Tout d'abord sur l'assortiment, puis sur les quantités. C'était en 2020, puis 2023. 2025. Et le dernier point dessus, c'est financière, c'est pas pour les marchands, avec en 2023 l'ouverture d'un chantier sur la rémunération des marchands de presse, qui a fait l'objet d'une consultation publique à l'été dernier et fera l'objet d'échanges au collège prochainement d'ici la fin de l'année en application des propositions qui nous ont été formulées. Et dernièrement, pour la minute qui me reste, sur la méthode mise en œuvre par l'ARCEP pour établir sa régulation, on a créé dès mars 2020 un comité de concertation, et un peu rigolo, je veux dire, le comité de concertation et de distribution de la presse, donc le COCODI de son Tillon, qui a pour objectif de regrouper les représentants des principaux acteurs de la filière, les sociétés de distribution, les associations de professionnels et d'éditeurs, les sociétés de distribution elles-mêmes et les associations de diffuseurs. Le but de ce comité est de partager les initiatives de l'ARCEP, d'une part, et d'autre part, de la filière. Et donc, on en est au 11e comité qui se déroulera en novembre 2025. Et pour conclure, grâce à l'expertise technico-économique que l'ARCEP a acquise au cours des dernières années, elle s'estime en capacité aujourd'hui d'accompagner les mutations du secteur de la distribution de la presse et d'apporter au débat public son éclairage sur les consommateurs. Alors là, royal. Marc Lémius qui nous a rejoint, pile là-dedans. Voilà. Bonjour à tous, pardonnez mon retard avant tout. Je suis ça. Je passe les 2 premières slides pour arriver directement effectivement sur le bilan. Donc la CRDP, son job, c'est effectivement d'agréer la création des agents de la vente au numéro et d'étudier les dossiers portés par le dépositaire sur les modifications qui entraînent une caractéristique fondamentale du point de vente, à savoir mutation, changement de patron, de gérant, de linéaire développé ou une caractéristique majeure du point de vente. Et elle réunit différents éditeurs en représentant chaque collège, l'API, la FNP bien sûr, et le SOPM en présence des 2 SADP. Donc vous avez ici le bilan de 2024 et du premier mois 2025. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement les dossiers sont de plus en plus nombreux chaque année. Ils traduisent tout simplement les nécessités du commerce de détail de se réinventer. Donc beaucoup de mutations sur des agents de la vente plutôt traditionnels, format à la presse ou des points de vente traditionnels avec pas mal de changements de diffuseurs au vu de l'âge de certains diffuseurs qui arrivent proches de la retraite. Et puis la nécessité surtout pas mal d'enseignes, le retail, relais, mais pas que, bien sûr, on a une consommaison de presse gérée par là, au niveau format convergence, qui ont besoin de réinventer évidemment leur modèle ou de se moderniser tout simplement, bien entendu. Donc tout ça, ça passe auprès de la CRDP. Donc ça explique l'explosion entre guillemets des voyants des dossiers d'année en année. Et on est déjà effectivement aujourd'hui sur un atterrissage proche de 1700 dossiers sans doute en fin d'année. Vous avez ici, excusez-moi, je reviens. 1400 dossiers, c'est à peu près plus ou moins 10% du réseau. de la taille du réseau. Oui, puisqu'on est sur 15 600 points de vente si on enlève le BDC et les formats camping ou autres.
Donc effectivement, pas mal de dossiers. Donc, globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a de l'ordre de 40 km de linéaires développés de création chaque année pour 60 km développés dédiés à la presse qui disparaissent. Donc on a un déficit d'une vingtaine de kilomètres développés en c'est ce qu'il faut retenir dans les grandes masses. Vous avez la moitié des dossiers malheureusement instruits qui concernent des réductions de MLD. Alors toute réduction de MLD ne nécessite pas pour autant, on ne va pas entraîner de fait un affaiblissement de la presse de facto en réponse au format justement convergent des maisons de presse de certains relais modernisés qui voient leur chiffre d'affaires se stabiliser à un autre index important de CA. En revanche, on ne va pas non plus se mentir, quand on est sur des réductions importantes de 20, 30, 40% de linéaires développés, bien sûr ça entraîne de fait une moindre de familles de presse sans doute représentées et une baisse significative du business, mais pas que. Donc c'est important de ne pas relier directement baisse MLD égale baisse CA. Il y a quand même pas mal de modernisation et les aides de la TGMI auprès des marchands de journaux dans le cadre de modernisation ciblent les marchands de journaux qui baissent leur linéaire dans une certaine proportion. Si quelqu'un baisse de 20-30% son linéaire de presse développé, il ne pourra pas prétendre aux aides au titre de la presse. Je ne parle pas s'il est format tabac, mais au titre de la presse. Donc ça accompagne aussi favorablement l'évolution du réseau. Quand on a mis en place, quand je dis on, avec notre régulateur bien aimé assis à ma droite, l'assortiment, mais plus sérieusement, quand l'assortiment a été généralisé fin 2024, dans le cadre de la généralisation de l'anti-presse connect, le prérequis pour le gérer dans les référentiels, la filière s'est accordée entre elles, donc entre éditeurs, les trois collèges, entre les représentants des dépositaires de presse et bien sûr des SADP, pour mettre fin au PVC, un don complémentaire, qui avait eu, on va dire en tout cas, le mérite de figer une offre à 150 titres premiers titres nationaux vendus pour des points de vente qui étaient au bord de l'exaspération, de trop de titres, dans des formats très contraints. Donc on avait effectivement à l'époque, avant l'assortiment, que cette panacée, voilà, c'est pas une solution miracle, mais en tout cas les PVC existaient pour gérer, on va dire, gérer une situation très tendue auprès de certains marchands de journaux, et grâce à l'assortiment, en tout cas, ça nous a permis d'arrêter de créer des PVC ou de voir le réseau s'étioler fortement avec beaucoup de passages de traditionnels au PVC. Donc ça, c'est quand même une bonne chose qui mérite d'être saluée. Le format PVC existe aujourd'hui toujours pour les univers hyper contraints des cafétériens en hôpital, en milieu hospitalier. Géré souvent par relais et hors de médiation, différentes structures. Donc on a aujourd'hui encore plus de 2000 PVC qui existent, mais qui sont en mutation régulière, en cas de mutation classique d'un réseau, et les dépositaires accompagnent chaque mutation par un passage automatique en traditionnel, avec du coup une offre qui se réélargit, puisque là on rentre dans le cadre d'un assortiment classique, où on embrasse les caractéristiques physiques du point de vente, son MLD, son potentiel de vente locale, ou s'il était contraint avec 150 titres nationaux, la construction d'un palmarès en ligne miroir, donc un point de vente qui lui ressemble dans la zone de chalandise du dépôt. Et là l'idée c'est effectivement de proposer à Brest, à Nice, à Nantes, à Paris, des assortiments qui correspondent à ce que le point de vente peut vendre physiquement par rapport à son linéaire, mais aussi par rapport à sa cible, ses clients. Vous avez sur la planche suivante le panorama donc, du réseau d'activités aujourd'hui. La CRDP a été tirée de confiance dans le cadre des travaux filières sur le dossier de la rémunération des marchands et a consolidé les datas issues des deux SADP pour pouvoir dresser un portrait du réseau aujourd'hui. Donc son exhaustivité que vous avez à gauche, donc la nature des points de vente, avec le business des quotidiens et des magazines coopératifs. On est hors presse encore, hors produits assimilés du régime encyclopédique parapresse, on est vraiment sur le produit coopératif presse nationale. Et vous avez ici des grands ensembles. On est sur un périmètre harmonisé qui court de juillet 2024 à juin 2025. Donc on retrouve nos 20 000 marchands de journaux, toutes typologies confondues, avec des datas sur le niveau de rémunération, le nombre de titres exposés par MLD également. Alors ça, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Vous allez retrouver à l'intérieur de chacune de ces typologies des kiosques qui sont peut-être à 18 ou 20 ou 5 ou 10, que ça, il y a des moyennes, attention aux moyennes, ça cache toujours plein de disparus. Mais en tout cas, ça mérite d'exister. On voit en tout cas le business calculé pour 1 milliard d'euros et avec un niveau de rémunération moyenne de 17 pour les quotidiens et de 17,7 et 19,10 pour les
ici également, dans le CRDP, vous allez retrouver sur le site le baromètre des ventes nationales. On est bien sur le même périmètre, vente, quotidien, presse, magazine, hors coopérative, hors import national. En revanche, en volume exclusivement sur la partie dynamique. Donc vous retrouverez ici le suivi des ventes par nature de produits. Aucun changement depuis un an entre les quotidiens et les magazines pro rata des ventes. Rien n'a changé. Je passe un peu vite, mais vous allez retrouver tout ça sur le merveilleux site crdp.fr. En volume. En volume, avec le baromètre disponible 23, 24, 25 par mois ou en cumul calendaire. Vous retrouverez aussi pour la presse magazine uniquement le split par famille merchandising. Aucun changement. Juste pour vous redire les 5 premières familles, les télés, les féminins, les Actu People, les ludiques 4e, je l'écris, vous allez pouvoir me relire, les TV, les féminins, les titres d'actualité, les Pictures People qui arrivent devant les ludiques qui sont en 5e position. La planche suivante vous permet d'avoir le split par région. Il n'y a aucun changement par rapport à ce que je vous ai présenté il y a un an. On est vraiment dans le même ratio de France, le reste de la France, ou bien les mêmes comportements de meilleure tenue de vente sur l'Ouest. Voilà, je suis toujours, c'est toujours notable de constater que voilà, nos amis peut-être dans cette salle, qui sont en Provence, en Pays de Loire et sur la zone Ouest, ont une meilleure tenue de près de 2 points, quelquefois, à l'évolution des ventes nationales. Ça tient peut-être à un meilleur réseau en termes de développé. Je suis un peu sceptique quand même, parce qu'il y a beaucoup de retail là-bas, peu de trad, beaucoup de tabac presse et de retail, moins de maison presse, etc. Mais en tout cas, on a ce comportement qui est toujours le même versus 2024, une meilleure tenue de Bretagne et Normandie, entre autres. Et bien entendu, le même poids des ventes qui est relatif à l'habitat du lycée, avec la CARA et bien sûr les zones densément peuplées. Par typologie de points de vente, là non plus, pas de révolution en un an, est tombé. On est toujours sur les mêmes grands ensembles. Le réseau traditionnel pèse la moitié des ventes en volume, et vous l'aviez vu tout à l'heure, c'est la même chose en valeur sur les planches du tiers de confiance pour le suivi valeur. Donc on est effectivement sur un réseau qui reste inchangé en poids. À ceci près, voilà, qu'on a effectivement sur certains univers de points de vente, vous voyez une meilleure tenue des ventes versus nationale après moins 8% en volume annuel volume calendaire pour 2025. Moi, je l'explique peut-être par une meilleure trafic en point de vente sur des univers hyper fréquentés que sont encore le retail ou les relais à certains moments dans l'année, bien sûr, en gare et aéroport. On le constate et on le voit aussi quand on analyse les caisses en tant qu'éditeur, c'est quand même une fonction éditeur. Sur un hebdo, on voit de manière de plus en plus criante les pics de vente en début et fin de mois, mais alors le milieu de mois, c'est effectivement de plus en plus compliqué. Le milieu de mois commence de plus en plus tôt dans le mois et malheureusement s'arrête de plus en plus tard dans le mois. On voit qu'il y a, je pense, une corrélation immédiate au pouvoir d'achat. Vous aurez ici les données issues de France Messager, que je remercie, qui partagent auprès des membres de la CRDP tous les mois le suivi du réseau. Donc c'est ce qui nous sert de tenir les standards en point de vente. Donc voilà, on a une évolution en 5 ans qui est assez complexe en attrition. Je passe directement à cette planche pour récupérer un petit peu de temps peut-être que je perds. On est aujourd'hui, en un an, on est passé sous la barre des 19 000 points de vente. Et quand on enlève les 2500 points de vente complémentaires, PVQ qui vont plus quotidien, PVC qui ont encore une offre assortie et les points de vente atypiques en camping ou hôtel, on est sur 16 500 standards actifs. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment l'assiette utile de pas mal de titres. Et ce qu'il faut avoir en tête également, parce qu'effectivement, on peut opposer, en tout cas, opposer à les différentes familles de presse. Voilà, vous avez ici, c'est là où je veux en venir, la même photo de l'attrition, pas forcément qu'en volume, mais aussi en kilomètres développés. Donc on a la double peine, comme malheureusement je le dis souvent, en nombre de points de vente et en qualité du réseau. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, au plus on a cette attrition, pour beaucoup de titres, 5, 6, 7, 8, 10 000 points de vente, bien sûr, suffisant. Pour autant, quand on constate effectivement que, Bruno, tu connaissais mieux que moi, son boutique et ses équipes ici, beaucoup de marchands ont choisi, dans Presse Connect, d'utiliser leur offre,
non CPPAP ou CPPAP avec assortiment. On a voilà, un réseau qui est de plus en plus sensible à l'offre titre, c'est normal, il a qu'à défendre ses intérêts à gérer son offre. Mais on a un réseau du coup qui a besoin de se diversifier aussi, et ça bien sûr on comprend bien en tant que chef d'entreprise, il faut qu'on compose avec différentes activités, plus seulement la presse chez nos anciens diffuseurs on va dire, dédiés presse. On comprend très bien les évolutions, le snack, le food, et plein de types de commerce, c'est naturel. Du coup, on a effectivement l'attrition, ça peut bien développer. On a une offre titre qui peut se resserrer chez certains d'entre eux. Et on a, à contrario, nous, en tant qu'éditeur, on a envie d'aller vers les mêmes points de vente, ceux qui acceptent toujours les premières présentations, les numéros 1, qui ont un linéaire assez large pour pouvoir proposer nos hors-séries, nos déclinaisons de titres, tout ça. Donc on a un réseau compliqué. Je salue l'engagement des dépositaires et des équipes commerciales de la SADP qui sont en contact du réseau toute la journée, parce que les mêmes points de vente qu'on a envie d'aller voir sont saturés de titres, quand d'autres points de vente qui n'ont peut-être pas besoin d'assortiment, on commence, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de voir la tôle chez certains points de vente en province. Donc on a ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que cette attrition maintenant elle touche tout le monde. En nombre, bien sûr, tous les points de vente, tous les magazines n'ont pas besoin d'être présents chez ces points de vente. En qualité du réseau, en offre, en réseau qui accepte de recevoir nos séries, numéro 1, tout ça, on est sur un tunnel un peu avec une lumière qui est toujours au bout du tunnel, mais qui faiblit un peu. Donc pour vous dire que cette attrition elle concerne toutes les familles de presse. L'assortiment, on en a besoin d'un dialogue avec les points de vente, on a besoin de dépositaires qui font vraiment leur genre de dynamique point de vente, mais on est aussi condamné à changer. Alors je sais que c'est très à la mode en ce moment et je ne vais pas faire de mauvaise métaphore politique, mais on est quand même obligé à avoir un peu de rupture, cette mauvaise métaphore que j'assume. Il faudra qu'on crée des formats innovants, qu'on teste des choses. Si on continue à vouloir nourrir des points de vente avec une offre à 5, 600, 800, 900 titres, on n'en a plus, c'est clair, des points de vente très peu. On a des modernisations, heureusement, on a toujours des belles maisons de presse, on n'aura pas des nouvelles maisons de presse. Peu. On a besoin de tout, de quotidien, de magazine, de capillarité. La presse, c'est du réflexe. Si dans une ville, il n'y a plus qu'un point de vente, le Leclerc, un petit peu vécu, j'en sais dans une boulangerie, c'est pas suffisant évidemment pour maintenir cette dynamique presse, cette visibilité de nos marques. Toutes nos marques ne sont pas présentes partout, bien sûr. Mais il faut qu'on soit un peu innovant sur nos formats de magasins, adaptés pour chacune de ces catégories de presse, parce qu'il faut maintenir cette réflexe, on le sait bien, on a besoin la presse, c'est un marketing de l'offre, c'est un marché d'offres. Donc il faut défendre cette capillarité, il faut défendre cette représentativité des familles, et il faut défendre cette nécessaire visibilité de la presse dans toutes ces typologies. Et du coup, on avait hier des typologies qui ont bien fonctionné des années durant, traditionnels spécialistes, non spécialistes, GMS et puis kiosque relais, très bien, et on a toujours bien sûr dans ces grands ensembles, heureusement, ces typologies font sens aujourd'hui bien sûr, mais si on se contente de ne pas les bouger, de continuer à gérer notre petit train-train avec l'efficacité de tout le monde, et je me mets bien sûr dans la boucle, on va continuer à avoir les morts, il va y avoir 700, 800 points de vente qui disparaîtront chaque année, et ce sera plus 3-4% de linéaire en moins, mais 5, 6, 7, 8%. Alors, moi je suis toujours quelqu'un de positif, volontaire, je veux croire que quelque part on est au fond de la piscine et qu'on va remonter un peu. Mais du coup, il est important de collégialement, de pouvoir penser un peu différemment et créer, peut-être dans certains retails, des offres titres à 20, 40, 50 titres, et ça ne concernera que les gros et c'est pas bien pour les autres titres. Mais à côté de nous, il faudra peut-être qu'on arrête de mettre nos déclinaisons, quand je dis nous, les ados, et sachant qu'on a tous bien sûr des petits titres dans nos portefeuilles, en petite diffusion. Quand je dis petite, c'est une diffusion dans un fond du kiosque. Et voilà, c'est là où il faut qu'on soit innovant et qu'on puisse tester différentes natures de points de vente, parce que je crains quand même que sinon on se retrouve d'année en année à parler de 15 000 points de vente, de 14 000, et on va très vite à 10 000 points de vente. Et j'espère être en tout cas là pour constater 10 000 points de vente dans la presse, parce que ce serait dramatique. On est encore 67 millions d'habitants, c'est encore 1 milliard d'euros de volume d'affaires de presse nationale, sans même parler bien sûr de la chaîne populaire, et de tout business abonnement de la presse mag et de la presse pro. Donc c'est évidemment des composants qui ont des grands ensembles majeurs, et il est encore temps de changer un peu les choses. Voilà, je voulais profiter de cette tribune pour partager cette réflexion. Avec l'enjeu majeur de la restructuration en cours de toute la grande distribution et les nombreux soucis qu'on va rencontrer à venir. Et j'ai oublié, du coup, je prends encore la parole 2 secondes, si Jean-Marie.
Notre nouveau site, on a un peu changé depuis un mois, sans surcoût pour le collège éditeur. Ça a été fait grâce à Cinquième Dimension qui a œuvré sur le bien de la communauté, avec la mise en place d'une cartographie des points de vente que vous trouvez en dynamique. Vous vous connectez et vous avez les points de vente vendeurs au quotidien et du magazine. On le fait un jour tous les mois, donc c'est évidemment pas du rafraîchissement quotidien, mais c'est en tout cas mensuel, ça a en tout cas déjà le mérite d'exister. Merci beaucoup. Donc on va aborder le débat désormais après cette présentation des différents points de vue, des différents aspects, avec l'assortiment et le plafonnement et plus particulièrement l'assortiment. Et là, Jean-Marie, je te donne la parole pour présenter quelques chiffres. Alors, on va essayer de vous donner quelques chiffres. Merci au SADP de nous avoir communiqué les chiffres qui ont été présentés lors de notre dernière réunion de la commission de suivi de l'assortiment et du plafonnement. Sur les 16 025 diffuseurs, je dirais, éligibles, entre guillemets, hors PVC, hors PVQ, nous sommes aujourd'hui en points de vente assortis à 2528 points de vente assortis. Sur ces points de vente, les points de vente qui ont choisi de s'assortir sont en majorité sous délégation. C'est-à-dire qu'on est à 1859 points de vente. Je ne vous communiquerai pas ces chiffres sur la présentation, je vous donne juste quelques éléments. Et au jour d'aujourd'hui, le nombre de points de vente qui sont assortis et qui en parallèle ont connu une baisse de linéaire, donc le pourcentage est de 15% de points de vente qui ont subi une baisse de linéaire et qui sont assortis. Parce que c'est aussi un élément qui peut expliquer le choix de l'assortiment lorsqu'on réduit fortement son linéaire. La chose peut-être importante pour vous, les points de vente qui ont choisi d'être assortis en majorité, en tout cas en pourcentage, ce sont d'abord les relais, suivis des kiosques, et nos diffuseurs traditionnels sont assortis à seulement 10% versus 50% pour relais. Voilà les quelques éléments, sachant qu'un diffuseur qui s'assortit ne supprime pas que des titres, il en installe d'autres références, où il module aussi son offre avec du réassort, et en règle générale, en moyenne, pour je dirais une suppression de 240 titres, dont une majorité de titres non CPPAP, 163, on a des installations qui sont aux alentours de 200, si je prends les différentes catégories. Donc on a à peu près une balance entre les titres qui sont sortis de l'assortiment et les titres qui sont installés. Voilà les points, c'était juste quelques petits chiffres clés pour que nous puissions démarrer notre sujet du jour, qui est effectivement l'assortiment, l'une des mesures les plus marquantes pour les éditeurs du rôle du régulateur. Voilà, donc il faut qu'on avance et on va tout de suite, je vais donner la parole à Eric Baton concernant justement les effets attendus sur l'assortiment, l'état des lieux, puisque maintenant on a un peu de recul. Alors, moi j'ajouterais un chiffre au chiffre que vient de donner Jean-Marie, parce que là on parle de l'assortiment complet d'un magasin. Or, vous avez donc sur tes 16 000 points de vente dont tu parles, qui sont le cercle de référence, je ne prends pas l'assiette complète des 18 900, il y a 10 500 diffuseurs qui ont agi sur leur offre. Bon, ça veut dire quand même que ces 10 500, vous êtes tous des praticiens des points de vente, vous êtes tous des acteurs des points de vente, nous le sommes tous, puisque j'aime à rappeler que quand on est à la tête de France Spécialité, on n'est pas simplement à la tête d'une entreprise, on est à la tête d'un écosystème. Donc cet écosystème, on doit en tenir compte en amont tous les éditeurs, en aval l'ensemble de la filière, qu'elle soit reconnue ou pas par la loi. Pour nous, tous les éléments sont clés gérés dans cette filière. Et puis je peux vous dire que quand on est à la tête de France Messagerie, le temps passe extrêmement vite. 10 500, donc ça veut dire quand même que beaucoup de gens agissent. Et ça veut dire aussi que les magasins à la base ne sont pas si mal rangés qu'on veut bien le dire. Voilà, donc vous avez des professionnels. Vous avez certes, j'aime aussi l'expression qu'emploie régulièrement Jean-Michel Dechtard,
je veux que les diffuseurs deviennent des marchands de presse, et c'est une réalité. On était dans un marché qui était ultra poussé pendant des décennies. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est complètement différent, qui est sur des prix complètement différents. Et donc, celui qui est dans son magasin doit pouvoir agir sur l'ensemble de ses produits. Donc, 10 500, ça veut dire quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont agi et qui ont à la base des magasins pas si mal rangés que ça. Il y a 8000 marchands sur ces 10 000 donc, qui ont agi sur la suppression de titres. Alors, c'est essentiellement des titres non de PAP, et à 70% des titres qui ont été supprimés donc, sont des titres non vendeurs. Cela dit, ça veut dire qu'il y a 30% des titres qui ont été supprimés qui étaient quand même vendeurs. Donc, c'est évident qu'on se doit de continuer à avoir des outils de plus en plus modernes, nous, SADP, de façon à pouvoir donc, les aider à agir sur leur offre. Donc, ma conviction de toute façon, c'est que ces outils sont intervenus donc, un petit peu tard, on le sait tous. Ça fait quand même des années qu'on parle de l'assortiment du plafonnement. Malheureusement, ils sont arrivés un peu tard, quand les choses s'imposent à nous, quand elles s'imposent à nous. Donc, je dirais, il y a des nuances à apporter. Certes, l'assortiment complet n'apporte pas le succès qu'on aurait pu espérer, sachant qu'il y a 1900 qui ont donné délégation donc, aux dépositaires. Donc cet assortiment complet est finalement assez faible. Mais n'oublions pas donc, ce chiffre assez important donc, de plus de 10 500 qui ont agi sur leur offre. Tout à fait. C'est absolument important de préciser la chose. Bruno Haussant, maintenant la parole. Bonjour pour ceux que je n'ai pas salués. Moi, je ne suis pas du tout en phase, je suis en phase avec les chiffres, et absolument pas en phase avec l'assentiment en tant que tel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui dessert les ventes. Quand on entend effectivement 30% des points de vente qui arrivent à modifier, voire à mettre à zéro des sites vendeurs, c'est tout simplement scandaleux, on perd les ventes. On fixe des quantités minimales, on perd les ventes, etc. Donc pour moi, le sentiment de pas mal aussi pour avoir fallait le faire, il fallait mettre quelque chose en place. Ça fait quelques temps qu'on l'a mis en place, maintenant il est nécessaire de retravailler pour avoir quelque chose d'efficace. Aujourd'hui, ça n'est pas efficace. Je suis dépositaire, j'ai 360 points de vente. On a été un des premiers dépôts à mettre l'assentiment sur 70 points de vente, donc j'ai une certaine expérience, et je peux vous dire que ce n'est pas efficace. Ces points de vente ont vu leur offre grossir ou diminuer pour reprendre ensuite une offre normale. L'assentiment n'a aucun effet sur ces points de vente. On a dû baisser les linéaires puisque les points de vente n'étaient pas satisfaits, etc. Donc non, l'assentiment aujourd'hui n'est pas efficace pour les ventes de la presse. Et il est anormal qu'aujourd'hui, les points de vente puissent se mettre à zéro sur le petit non CPVAP. Ce n'est pas le genre de service que de le mettre à zéro. Oui, il faut que les marchands de presse travaillent leur offre, c'est évident, on est là pour ça, pour les accompagner, on peut mettre à zéro des titres. Mon expérience, j'ai eu un point de vente qui m'a demandé, un point de vente qui fait, je ne sais pas si ça vous donnera quelque chose en termes de chiffre d'affaires, mais qui fait un volume d'affaires de 120 000 €, un point de vente qui fait quasiment 3 fois le chiffre d'affaires d'un point moyen. Il m'a demandé de lui retirer l'ensemble des titres non CPVAP. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Non. Non. Donc, je ne l'ai pas fait, ce point de vente a arrêté que je suis sur la presse. Et je suis désolé, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Pour moi, le sentiment, c'est tout sauf efficace. Et preuve en est, c'est que Marcel avait mis un sentiment pour réduire le taux d'invendu. Souvenez-vous, est-ce que le taux d'invendu a réduit? Non. Quelle est la question? Mon taux d'invendu en valeur sur le mois de septembre est 70%. Est-ce que le taux d'invendu a réduit? Donc, pour moi, l'efficacité aujourd'hui, elle n'est pas là. Je suis désolé, je suis un peu. Après, je vais préparer un discours pour reprendre ce que disait Marc, parce que je veux vraiment alerter sur d'autres sujets. Après le coup de gueule de. C'est pas l'autre. Pas encore. Ah bah. Alors une alerte. Une alerte très sévère. Philippe, est-ce que tu as le moins ressenti chez tes adhérents? Objectivement, si on regarde les chiffres, on constatera que les démarches d'assortiment global ne se déroulent pas majoritairement, pour utiliser l'euphémisme,
chez les marchands indépendants, qui sont plutôt en recherche d'une offre la plus cohérente possible, la plus riche possible et la plus segmentée possible, parce qu'ils sont des spécialistes identifiés comme tels par leur clientèle, et que cette clientèle vient parce qu'il y a de la diversité et de la richesse de l'offre. On l'a constaté. Après, ils utilisent effectivement, et ils sont nombreux à le faire, des correctifs. Alors ces correctifs, objectivement, ce n'est pas de l'assortiment, c'est une action sur l'offre qui pourrait aussi se dérouler autrement dans le cadre d'un dialogue commercial avec le dépositaire s'il y avait la possibilité d'apporter des corrections qui fonctionnent. Ce n'est pas toujours le cas des outils, pour être très clair. Et sans doute un besoin de se réapproprier le produit. Donc la démarche commerciale, à mes yeux, est plus fondamentale que les outils proprement dits. Après, il y a un certain nombre de segments du réseau qui font un usage intensif et contre-productif de ces outils. Soyons clairs, si vous expliquez à un marchand qu'il a pris une décision fausse et qu'il est en train de se mettre une balle dans le pied en perdant du chiffre d'affaires, c'est un commerçant, il est capable d'entendre par quelques irréductibles dont tu viens de parler et de réaliser dans le cadre d'un dialogue une vraie adaptation de l'offre. Maintenant, aujourd'hui, il y a de la tôle, je te remercie de l'avoir dit tout à l'heure, il y a des points de vente qui manquent terriblement de produits parce que les outils de réglage font que les éditeurs vont tous dans les mêmes et il y a des points de vente qui continuent d'être un peu encombrés au regard de leur potentiel. Et ça, la démarche d'assortiment ne l'a pas résolu. Jean-Marie, Je pense qu'effectivement, là, sur ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui, on n'a pas totalement réussi à réguler cette offre-là, que le constat qui était celui de 2014 partait surtout d'abus d'utilisation du réseau, mais on était en 2014. On a produit une loi en 2019 appliquée en 2024 et en 2025. Les mêmes abus continuent de toute façon. Alors, effectivement, il ne faut pas oublier que le non-CPPAP représente par ailleurs à peu près un tiers du chiffre d'affaires d'un point de vente et 50% des références DMLP. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, des attitudes, en particulier de la grande industrie, soyons très clairs, sont de déréférencer en masse pour éviter à avoir, et avec un effet collatéral, c'est la suppression de l'acceptation des nouveautés. Et on est dans un marché de l'offre avec un renouvellement nécessaire. Sans renouvellement, très compliqué. On le voit, il n'y a quasiment plus de gros lancements leaders. Sur cette année 2025, je n'ai pas mémoire de quelque chose de significatif. tu vas peut-être enchaîner, je crois que tu voulais dire un mot, parce qu'il faut qu'on accélère un peu sur justement la question des plafonnements et des fournis. Alors, le plafonnement, petit rappel, le plafonnement n'a pas de recul, puisque le plafonnement est en place, le nouveau plafonnement est en place depuis le 1er septembre. Auparavant, on est resté pendant plusieurs mois sur encore le plafonnement du type CSLP, et pendant l'été, sur la demande du réseau, il a été débrayé pour pouvoir tenir compte des effets de saisonnalité très importants sur le réseau. Donc le plafonnement, on aura un véritable recul que dans quelques mois. Les éditeurs commencent à en sentir quelques effets. Je pense qu'on pourra peut-être en parler. Patrick pourra confirmer qu'on a corrigé quelques effets de bord dont on s'était aperçu avec l'ARCEP au moment de rédiger l'accord sur l'assortiment et le plafonnement. Et ces accords ont été en particulier... on a rectifié la prise en compte des dernières ventes ou des évolutions récentes d'un point de vente, puisque le fait de prendre un historique de 12 mois ne prenait pas forcément bien en compte un point de vente qui avait pu voir une évolution favorable de son chiffre d'affaires avec modernisation ou fermeture d'un autre point de vente, ou des titres en progression, et il y en a quand même encore. Il n'y a que des titres en déclin. Donc voilà les points que je souhaitais aborder. Je crois que France Messagerie avait fait une étude sur la question des réassortiments
réassort, parce que c'est quand même, à partir du moment où on plafonne, il faut être très réactif Oui, sur complètement. les possibilités de réassort et l'évolution d'usage. Je crois que l'étude était un peu ancienne. Voilà, moi je peux pas prendre référence sur cette étude qui est quand même assez ancienne, juste quand même rappeler que le nouveau plafonnement, il a pour objectif donc de réguler le nombre d'exemplaires vendus en fonction de la moyenne des 12 derniers mois. Donc en effet, la période estivale, qui est une période qui est complètement atypique, puisque il y a des mouvements de population qui font que les quantités ne sont pas du tout les mêmes en fonction des lieux, il était tout à fait logique de déplacer cette règle. C'est vrai que c'est toujours contrariant parce que on met longtemps dans notre profession à mettre en œuvre des actions de ce type. Cette action, donc, finalement, elle a été signée par les SADP et l'ensemble de la filière, je crois, de mémoire au mois de mars. Et immédiatement, donc, on l'a décalé donc, à la rentrée. Bon, c'est toujours un peu dérangeant de devoir agir et puis faire un stop et puis redémarrer, etc. Donc voilà, ce plafonnement, il a cet objectif-là. Maintenant, en effet, tu as tout à fait raison, Jean-Marie, on n'a pas de recul, on ne peut pas en parler et on verra dans quelques mois ce qu'il donnera. Alors, dernier, ça c'est un vieux sujet qui préoccupe beaucoup ce syndicat, mais je crois les éditeurs, c'est la question de comment gérer les nouveautés, le refus, ce qui est prévu dans la loi, dans laquelle on voulait limiter pour une évolution. Alors sur les nouveautés, il est clair qu'on a un vrai problème. Je vous rappelle que dans la loi de 2019 est prévu un droit de première présentation qui a été mise en place avec la FNTS et Culture Presse. Donc c'est le droit de première présentation, c'était une chose qu'on a souhaité. Aujourd'hui, il n'est pas mis en pratique puisqu'il doit faire l'objet d'un accord, ou en tout cas d'une définition de ce que sont les nouveautés, de redéfinir les nouveautés, parce que numéro 1 ne veut pas dire nouveauté. C'est souvent la confusion qui a lieu dans notre métier. Donc sur cette partie nouveauté, il est indispensable que les diffuseurs acceptent l'offre, et sachant que ce droit de première présentation leur permet de refuser par la suite, de retourner les exemplaires en trop, voire même la totalité, suivant le choix qu'ils auront fait. Donc nous, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 30% des diffuseurs assortis n'acceptent plus les nouveautés. Sans renouvellement de l'offre, un vrai problème. À nous aussi, au sein de... Donc il existe une commission de suivi de ces accords d'assortiment et de plafonnement, présidée à l'heure actuelle par Culture Presse, par Jean-Michel Deschard, qui se réunit 4 fois par an et qui aborde ces thématiques. Nous sommes en train de définir ce que sera une nouveauté, ou en tout cas et une nouvelle formule d'une façon précise, et celle-ci a été définie dans la loi, dans la définition de la décision de l'ARCEP. Donc ce sont effectivement le point, les refus des nouveautés, c'est absolument pas possible pour nous. Il est important qu'un diffuseur puisse juger sur pièce de ce qu'est un produit et puisse en toute conscience dire oui j'en veux, oui j'en veux pas, oui mon magasin est susceptible de vendre ce produit, non mon magasin n'est pas susceptible de le vendre. Eric. C'est un point qui est très important ce qu'on soulève là sur les nouveautés. Le rôle des SADP n'est pas de juger ce qui est une nouveauté. C'est votre responsabilité. Nous, ce n'est pas notre responsabilité. Nous, on prend la marchandise qui est élaborée par les éditeurs et ensuite, donc, on la met dans la filière et direction de bonne vente. Donc, on est parfaitement conscient du problème de la nouveauté. Et quand on dit qu'on va réfléchir, mais je pense qu'il faut réfléchir très vite. Ce que je viens de dire concernant le plafonnement et l'assortiment. Bruno peut-être me rappellera la date, mais il me semble que des tests ont été faits dans les années 2000. Pardon, donc je rappelle que le marché des années 2000 sur les volumes était absolument considérable. Combien de temps a-t-il fallu pour que cette profession mette en œuvre l'assortiment? Vous reconnaîtrez tous, on a tous notre responsabilité, je dirais, dans ce naufrage, on peut le dire, c'est un naufrage, c'est une décision comme ça, quand même, autant de temps. Il y avait aussi dans cet assortiment, justement, la question des nouveautés. C'était quoi une fausse nouveauté? C'était quoi une vraie nouveauté?
j'ai l'impression que ce sujet est passé sous le tapis pendant des années. Donc aujourd'hui, il est urgent. Donc à l'époque, moi j'étais, je me souviens, donc à la CDM, et ce sujet était, mais il n'y avait pas une seule réunion de la CDM dont on ne parlait pas, où on ne parlait pas de ce sujet. Donc en effet, la définition de ce qu'est une nouveauté, il est fondamental d'aller très vite pour arrêter une position claire et définitive, de façon à chasser en effet ces objets, je dirais, alibi, qui sont repackagés je ne sais combien de fois pour arriver dans les points de vente et qui évidemment sont en vente à zéro. Et on le sait tous. Donc ce sujet-là, donc les nouveautés, il faut vraiment le travailler, mais il faut le travailler vraiment avec conviction. Mais une fois qu'il sera défini, vous disiez que ce n'est pas la responsabilité du SADP de juger, mais une fois que vous avez une définition, si. Je suis d'accord. Si je peux ajouter quelque chose, la SADP n'a pas la responsabilité de choisir quel produit elle va distribuer ou non. En revanche, le statut de ce produit n'est pas nécessairement le même. Et c'est là que la définition de la nouveauté est intéressante, puisque par définition, dans un marché d'offres et de renouvellement, il est essentiel qu'un vendeur de presse puisse présenter de la nouveauté. On est sans doute un des seuls réseaux commerciaux en France dans lequel il y a des nouveautés tous les jours, puisque chaque nouvelle parution d'un magazine est une nouveauté. C'est une nouvelle thématique, une nouvelle couverture, de nouveaux appels de une. Et donc, c'est quand même important. Mais, encore une fois, on ne peut pas construire en niant l'existence du droit et en ne reconnaissant pas que le marchand doit être un acteur de l'offre qu'il présente à sa clientèle. En revanche, et donc je crois à l'assortiment, pas forcément à la technique d'assortiment ou à la pratique de l'assortiment telle qu'elle existe aujourd'hui, il faut relancer du dialogue commercial et éviter effectivement que certains ovnis, comme tu dis Eric, arrivent dans les points de vente tous les jours, parce que la presse c'est un bac tous les matins, et que le marchand agacé à force qu'on essaye de lui imposer des trucs qu'il a déjà vus sous la même couverture rustiquée, finissent par avoir des réactions épidermiques qui l'entraînent à faire des bêtises qui sont nuisibles à l'équilibre de la filière, celui des éditeurs, mais au sien aussi, parce qu'ils cessent de se projeter dans la vente et se privent de chiffre d'affaires. Le commerçant, ça doit vendre. Avant de passer au sujet des rémunérations, Jean-Marie, je croyais que tu voulais dire, parce que c'est autant d'occasions. Oui, allez-y. Puisque j'ai été désigné, j'aimerais aussi quand même intervenir sur le rôle de l'ARCEP par rapport à cet assortiment. L'assortiment, c'est censé être un outil aux mains de la filière pour répondre aux difficultés d'approvisionnement des marchands. Comme l'évoquait Bruno, l'un de ces marchands ne voulait plus de CPPAP face à la réaction, il a décidé de complètement arrêter la presse, ce qui est un peu symptomatique. Donc, c'est un outil. Le rôle de l'ARCEP, c'est un rôle de gardien du temple par rapport à un cadre qui est fixé par la loi. Sur la presse IPG, il n'y a pas de souci, elles ont un accès total et non limité aux différents marchands de presse. Sur le CPPAP, ceux qui ont effectivement obtenu la certification, la loi prévoit qu'il y a un accord interprofessionnel entre les associations représentatives des marchands, des éditeurs et des SADP. Le rôle de l'ARCEP, c'est de valider la conformité de cet accord au cadre de la loi et après de veiller à son application. S'il ne va pas, si au final, pour le bilan qu'il fait, il se renvoie au secteur et s'il estime qu'il faut faire évoluer les règles sur le CPPAP, libre à eux. D'ailleurs, il y a eu des avenants et on les traitait en conséquence. Pour ce qui n'est pas en CPPAP, que dit la loi? La loi dit que les quantités et les assortis sont définies par convention entre les marchands et les éditeurs. Donc effectivement, le marchand doit pouvoir refuser de signer une convention et c'est effectivement potentiellement le problème qui est évoqué par Golo, mais voilà, c'est la loi aujourd'hui. Donc après, il y a une question de voir comment présenter l'offre aux marchands pour qu'ils acceptent de rentrer là-dessus. Pour autant, le marchand doit à la fin conserver la capacité à dire non, et donc il faut c'est un trouve la manière de lui présenter une offre, faire du marketing en fait, marketing éditeur auprès des marchands pour les avoir. Et s'agissant des nouveautés, en fait elles sont traitées comme hors
très vraiment. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la Commission n'attribue pas de critères CPUAP à des sites dont elle n'a pas vu ou elle n'a pas vu précisément. Et donc là-dessus, effectivement, il y a un droit de première présentation, dont les modalités techniques restent à définir par la filière. Pour autant, ce que dit la loi, c'est que le marchand doit être libre de donner suite ou non aux premières propositions de mise en service. Donc, à la fin, il doit quand même. C'est ce qu'on a précisé, voilà. C'est ce qu'on a dit. On a dit clairement que, effectivement, le marchand a toujours le choix de garder ou pas garder le titre, mais à minima, physiquement, il prend connaissance du produit, il sait à quoi ressemble le produit. Et c'est surtout sur ce point-là, pour nous, il doit y avoir véritablement une forme d'automatisme pour pouvoir le faire, sachant que derrière, il y a les mesures de retour en avancée des choses de ce type-là. Voilà, donc c'est le point. C'est typiquement le sujet sur lequel la CAP intervient. On est en train de réfléchir aux modalités justement de retour qui étaient un peu compliquées et on est en train de travailler aussi à identifier les produits tricheurs, parce que c'est ceux-là qui créent le problème, pour pouvoir demander au SADP de les requalifier en cours de vente. Sur le plafonnement, je termine juste en disant que le plafonnement ne concerne pas les titres du chapitre 5.3, puisque là encore, c'est à nouveau ce que vient de dire Olivier, on est sur la nécessité de signer un accord pour les titres non CPPAP. Ce qu'a dit Olivier Deleclos donc, est important, il faut tous bien se le rappeler. La modification de la loi Cliché donc, en 2019 a placé le marchand de presse donc, dans une position qui est centrale. Donc c'est à lui de décider s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Ça, il faut. Voilà. L'ARCEP, moi je suis très en phase avec une phrase de Laure de la Rodière qui dit l'ARCEP aura toujours à cœur de mettre en application la loi, de la rappeler aux différents acteurs de la distribution de la presse. Elle est même accrochée dans mon bureau, cette phrase. Elle me semble extrêmement importante. Et donc voilà, donc, c'est vrai que c'est un sujet. Le fait que les marchands de presse soient. Après ça, on peut avoir un point de vue personnel. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je vous dirais que personnellement, il a été éditeur pendant près d'une quarantaine d'années. Je réponds que ce n'est pas une bonne chose. Tout simplement parce que je pense que quand on a le nez collé à la fenêtre, on n'a pas forcément de la bonne vision. Donc on peut avoir une vision, je pense, une vision macro est indispensable dans ce secteur intellectuel qui est le secteur de la fabrication de la presse, qu'elle soit magazine ou quotidienne. Et voilà, il y a le marché poussé, etc. Mais c'est vrai, voilà, on a cette difficulté, la position du marchand de presse, et c'est important que Olivier le rappelle. Le dernier point pour faire la transition, c'est juste rappeler que le sésame indispensable est un numéro de commission paritaire. Et n'oubliez pas de le faire renouveler. Et notre super fédération c'est particulièrement capable de vous aider pour tous vos dossiers de commission paritaire et de renouvellement. Et faites-le très en avance puisqu'il y a plus de 6 mois de retard. Olivier Deleclos, on passe maintenant au sujet très d'actualité de la rémunération des diffuseurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, en termes de calendrier, etc., nous faire un petit point de situation? Donc effectivement, on sait que la question de la rémunération est un sujet brûlant qui est à cœur au marché depuis de nombreuses années. Donc comme je l'ai dit en introduction, l'ARCEP a décidé de ce chantier en 2023 avec une première consultation publique de juin à octobre qui a montré que si tout le monde était à peu près d'accord sur le fait qu'il y avait un problème et pas forcément d'accord sur la solution pour y répondre. En octobre 2024, l'ARCEP a effectivement invité les acteurs à engager des négociations pour aboutir à une augmentation de 2 à 4 points du taux minimal de rémunération que perçoivent certains points de vente, les spécialistes et les kiosques, notamment en raison de leur contribution à la diffusion des titres de presse sur l'ensemble du territoire. En 2025,
en mars, on a adopté, en attendant les différentes négociations, deux mesures que l'on qualifie techniques, qui ont été soumises à la consultation publique. La première, c'est sur la rémunération liée au chiffre d'affaires, pour instaurer une indexation de ces paliers par rapport à l'évolution du marché de la vente au numéro. Comme c'est un marché qui est baissier, les paliers n'ayant pas bougé, mécaniquement un marchand qui se situe dans la moyenne du marché en fait, se retrouvait progressivement moins récompensé par rapport à ça. Donc il d'éviter de neutraliser l'effet marché global, de le faire. Et le deuxième était par rapport à une complexité que les marchands sur le paiement des majorations différées. Et donc, ce qu'on avait proposé, qui a été accepté, c'était de faire en sorte qu'au lieu de percevoir un chèque de qualification 3 mois à la fin du semestre, d'essayer de faire en sorte que les majorations qui elles sont prévisibles au moment où la vente se fait, en fait, soient payées au fil de l'eau comme la rémunération de base. Ce qui exclut toutes les rémunérations liées au chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires étant déterminé sur une période sans dépendre. Et donc ça, c'est cette dernière mesure, elle entre en vigueur en juillet 2026. Et donc, s'agissant du gros paquet sur la négociation de filière, Culture Presse, la TPS, la SMPM ont transmis à l'ARCEP à la fin du premier semestre une proposition d'évolution de la rémunération des marchands sur la partie magazine, qui repose et que l'ARCEP a mis en consultation publique et qu'elle a intégré également une partie sur le quotidien. Donc effectivement, on n'avait pas abouti à un accord complet, mais l'ARCEP a beaucoup préféré pour mettre en place une proposition qui était vraiment intermédiaire entre les parties des uns et des autres. Et donc, dans ce qui a été proposé, s'agissant des magazines, il y avait l'introduction d'un point de majoration lié à la localisation, qui visait les pointes, alors je vais simplifier, qui étaient situées en milieu rural, dans un objectif de continuité territoriale. Il y a également la création d'une majoration d'un point incitant au suivi d'une formation professionnelle continue pour renforcer l'expertise des marchands. Et le dernier, pour inciter au maintien de taille de linéaire, je veux dire de grande taille, en tout cas pour la réduction, il y a eu un réagencement des majorations de linéaire, donc une augmentation qui a été plutôt ciblée au cœur sur du 150-200 ml, mais avec un lissage autour qui est quand même pas trop définiqué. À partir de 100. Voilà, qui est entre 100 et jusqu'à 300, mais à partir de 150, c'est plus modéré. Et côté vente de quotidien, il y a eu, ce qui est proposé, c'est l'introduction du point de majoration et la localisation sur la même base que celui pour les magazines, et la revalorisation et l'extension des visibilité au label quotidien, avec d'une part l'augmentation de son taux, qui est à 2 points, et d'autre part une révision à la baisse du seuil permettant de l'obtenir, qui était en 2025 de 14 400 € et qui était proposé à 10 € pour 2026. Et parallèlement, l'ARCEP a proposé pour les marchands qui sont les moins rémunérés un taux de rémunération plancher pour les marchands à 17% sur les quotidiens. Et donc, en termes de prochaine étape, vous m'attendez, donc la concession publique, elle s'est finie le 30 septembre. Tout à fait. Donc, il y a tout juste une semaine. Donc, on est actuellement en train de dépouiller les contributions. Et je pense que ça fera d'abord partie des discussions sur le retour qu'on a obtenu lors du COCODIP qui aura lieu le 12 novembre, si c'était ça bon. On n'adoptera pas la décision sans en parler au COCODIP. C'est plutôt, on avise d'ici la fin d'année. Et le point qui n'a pas été traité
demander rapidement, Marc, les conséquences que vous anticipez, comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle étape de Sur la rémunération, ouais. écoutez, Ça va coûter de l'argent. ça va coûter de l'argent, voilà. Non, mais effectivement, comme le SETM, je prends une casquette SETM, la notifié dans sa contribution, on est effectivement très conscient du repoussage avec les spécialistes. On a effectivement travaillé de l'autre côté de la FNPS sur ce projet d'accord. On salue la conclusion de cet accord avec le Turpresse qui du coup a fait l'objet de la consultation. On n'est pas encore au terme. Plus sérieusement, non, il y a des choses intéressantes, c'est effectivement tout ce qui concourt à préserver la capillarité. Donc, on avait noté, je ne vais pas repasser les planches, mais il y avait un écart de près de 4 points de rémunération moyenne entre les spécialistes qui sont situés dans les communes rurales, pour faire simple aussi, avec ceux qui sont situés dans les grandes villes, dans des zones commerciales. Et c'est vrai qu'à l'heure de tous les sujets sur l'attractivité des centres-villes, des moyennes villes, de la nécessaire préservation d'un tissu de commerçants dont la presse, effectivement, donc ça c'est quand même important pour nous, la presse mag, d'avoir cette diversité et les linéaires préserver, là je suis assez cohérent j'espère avec ce que je disais tout à l'heure, préserver en fait les points de vente qui ont, c'est ce que vous disiez Olivier sur les points de vente entre 150 200 mais pas que, on s'intéresse dès les premiers points de vente à 100 MD. Continuer à accompagner les marchands de presse spécialistes qui défendent ça, qui dédient une partie non négligeable de leur espace de vente dédié à la presse mag. Et effectivement, on a besoin de ces linéaires-là pour que la presse magazine soit représentée dans toute sa richesse, toutes les familles. Donc on a besoin de beaux linéaires dans les. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, on salue les débats qui ont été constructifs avec Culture Presse, puisqu'on avait, les parties prenantes avaient envie d'arriver à un accord. Et vis-à-vis des marchands des kiosquets, on a envie, quand c'est tout à bien sûr d'arriver à un accord, on est dans une situation qui doit être tendue avec des positions on comprend aussi évidemment que le kiosquier vit des heures difficiles dans des fois des rues sans personne avant 10 heures du matin qui rentre dans son kiosque, il est dehors, etc. Enfin, on ne va pas refaire tout ce qu'on connaît par cœur, mais j'espère qu'on arrivera à un accord. Donc, côté éditeur, bien sûr ça va coûter des sous, mais ça concourt à la professionnalisation du réseau. On espère évidemment un payback sur la formation des marchands en termes d'accompagnement, mieux conseiller la presse, mieux exposer la presse, et bien entendu sur la préservation d'un tissu de commerçants dans certains milieux ruraux un peu plus désaffectés, avec le maintien linéaire dédié, ce qui est le pendant pour le presse représenté dans toute sa diversité. On a besoin de points de vente à 100-150. La fourchette, du coup, c'est 8 millions d'euros. La fourchette, c'est 8 millions d'euros. Donc, c'est effectivement un sacré, pas pour nous, pour tous les éditeurs. Oui. On attend un payback et ce qu'on a pu avoir comme retour d'adhérents de Culture Presse en région comme au bureau national, en tout cas, nous met du beau au cœur sur l'envie du réseau d'accompagner cette professionnalisation et de ces dialogues locaux. En tout cas, ça va coûter des sous, c'est jamais le bon moment pour un éditeur, l'appui, etc. Tout est complexe, mais c'est quand même un prérequis pour qu'on continue à travailler avec un réseau de qualité. Alors on verra joyeusement, mais Philippe, on ne peut pas ne pas t'interroger. Bruno, je crois, voulait intervenir après. Deuxième coup de gueule. On dérapera un petit peu, c'est habituel. Que vous dire, presque tout a été dit. Olivier Delclos vous a résumé l'état de la situation. Très clairement, avec les magazines en tout cas, on a cherché à trouver une solution qui soit la plus raisonnable possible, qui soit bien ciblée, le mieux ciblée possible également sur les points de vente que nous voulions ensemble accompagner et dont on peut espérer qu'elle ait un véritable effet sur la remobilisation d'un réseau qui petit à petit s'est un peu détaché de son activité identificatrice, pas principale parce que malheureusement elle n'est plus très fréquemment principale dans le point de vente, avec, on espère aussi, des effets forts sur le dialogue commercial. C'est plus facile de dialoguer quand on se sent considéré. Là-dessus, on peut en espérer des résultats. Alors, avec les quotidiens, on n'est pas allé au bout. Il y a quand même un socle
sur lequel on s'est accordé. Après, on a considéré que le compte n'y était pas tout à fait, mais l'ARCEP nous fait une proposition pour rectifier les choses. Oui, on y croit et on croit qu'il peut y avoir du payback, en effet, sur un réseau, à condition qu'il y ait un vrai accompagnement commercial et qu'on profite de ce moment où les marchands vont voir, les spécialistes en tout cas, leur rémunération progresser pour les mobiliser au service de la vente. Merci. En fait, ce que je vais lire, puisque je l'ai écrit, reprend en fait ce que disait un peu Marc Legus et un peu ce que disait Eric Maton sur l'état du réseau et de la rapidité à exécuter les choses. Je ne vais pas vous faire le préambule, simplement le métier de dépositaire traverse une période d'extrême tension. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on perd effectivement 3-4% du temps de vente chaque année, c'est 600 points de vente, on a suffisamment abordé les chiffres tout à l'heure. Derrière ces chiffres sont des territoires qui s'éteignent, des commerçants qui remontent, et des lecteurs qui s'éloignent. Pour vous donner un exemple concret, cette année, sur la salle, où je suis dépositaire, j'ai fermé une vingtaine de points de vente, donc 4 coloris, 800 000 euros de chiffre d'affaires. Réaction aucune. Il y a 30 coloris qui ont fermé sur le territoire français, réaction aucune de personne. C'est normal. Et la question. Je rappelle que le prix appartient à un éditeur. Il y a eu des réactions aussi. Autrefois, notre rôle était de développer le réseau, de créer des points de vente, d'accompagner les marchands. Aujourd'hui, notre travail, c'est d'empêcher les fermetures. Vous éteignons les feux, un à un, en réduisant les linéaires, en réaménageant, ou en développant chaque jour pour maintenir le lien entre la presse et le public. Et cette bataille, nous ne pouvons plus la mener seule. On en parlait hier avec Eric, effectivement, le rôle du dépositaire, c'est de créer des points de vente. Et à un moment donné, quand on est tout seul, ça devient très compliqué. Il faut que la filière réagisse, il faut que les éditeurs soutiennent le réseau. Les discussions sur la rémunération des marchands sont un vrai pas en avant, mais elles ne suffiront pas. Je le dis avec conviction, où sont les campagnes de promotion pour la presse? Où sont les messages, les affiches, les spots valorisant la vente de micro? On n'a jamais. Si vous reprenez le Figaro la semaine dernière, il y avait une page complète de la Française des Jeux. Il faut quand même se poser une question. Il y avait une page également sur le PMU il y a 15 jours, de la presse jamais. On en a eu il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Donc la presse est un bien culturel et citoyen, elle mérite le même engagement et il n'y en a pas. Soutenons le réseau, montrons son utilité, ce sont nos marchands qui chaque matin assurent la diffusion d'informations partout en France. Sans eux, la presse s'éteindra lentement mais sûrement. Et puis il faut aller plus loin, développer de nouveaux réseaux, simplifier nos dispositifs, moderniser nos méthodes. Les travaux ont été engagés sous l'égide de l'Alliance il y a quelques temps, ils sont restés à l'état d'idée, pour l'instant on n'a rien fait. Les tests de points de vente thématiques ont eu lieu il y a quelques années, sans qu'on n'en tire jamais aucune conclusion. On a arrêté. Tout le monde dit qu'il faut être présent dans les lieux de vie. Mais dans les faits, que fait-on? Rien. Est-ce vraiment au dépositaire d'aller frapper à la porte du directoire de Lidl pour parler de presse? Je ne crois pas. Je pense que c'est à la filière de ça. Alors oui, certains éditeurs testent des réseaux complémentaires avec des tarifs et des méthodes très différentes. Mais est-ce vraiment la solution? Peut-on bâtir une filière solide sur la fragmentation? Je ne le pense pas. Et n'oublions pas, le dépositaire n'existe pas avant la loi. Il y a très longtemps. C'est pas là, c'était avant. On nous considère comme des simples prestataires logistiques. Heureusement que ce prestataire est en lien direct avec le réseau, sinon la situation serait encore plus dramatique. Regardez la gestion de l'assortiment, désolé, je vais en parler. Des points de vente réduisent leurs offres, suppriment parfois des petits vendeurs. Heureusement que nous sommes là pour corriger, ajuster et maintenir un équilibre. L'assortiment devait réduire les invendus, ce n'est pas le cas. Il devait mieux maîtriser l'offre, ce n'est toujours pas le cas. Nous travaillons au sein de la CAP, dont on parlait tout à l'heure, pour améliorer ça. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est la vente. Et permettez-moi de terminer sur une vérité simple. Il y a 20 ans, les commerçants pleuraient pour avoir la presse. Aujourd'hui, c'est le dépositaire qui pleure pour la presse. J'ai quasiment terminé. Et surtout, arrêtons les inimitiés, les désaccords, les guerres commerciales. Cessons tout cela. Nous avons une seule priorité, c'est développer les ventes. Oui, il nous faut des points de vente du quotidien, oui, il nous faut des points de vente de qualité, même si ça ne veut plus le TDC. Il nous faut que les clients trouvent la presse avec facilité, ce qui n'est plus le cas. Oui, il nous faut des spécialistes, oui, il nous faut des grandes surfaces, et oui, nous devons travailler ensemble sur d'autres réseaux. Parce que c'est ensemble, dans la confiance et l'action, que nous redonnons à la presse sa place dans le quotidien des Français. Voilà. Alors,
dirais, d'abord, il faut dire bravo à Marc, parce qu'il a fait un excellent travail de Culture Presse sur tout le travail. Donc, nous, on était dans un travail technique des SADP et on assure ce travail technique de façon à ce que les nouveaux tarifs qui seront retenus, les nouveaux paliers édités par la CEF mis en place dès le 1er janvier 2026. Et pour ce qui est de la rémunération au fil de l'eau, ce sera donc aussi engagé techniquement les deux SADP au 1er juillet 2026. Mais ce que je veux dire, c'est que cette filière est nouvelle et fragile à tout point de vue. Les SADP, je rappelle, font partie des coûts de distribution que vous payez. Et ces coûts de distribution se fixent en 3 éléments. La rémunération des marchands de presse, qui sont payés ad valorem, je le rappelle. La rémunération donc, des dépositaires, qui sont payés ad valorem et avec la partie du drop. Et le niveau 1, nous les SADP, donc MLP et France Messagerie, nous sommes payés donc à l'unité d'heure. Donc toute incidence concernant donc, les évolutions de prix de vente que vous pratiquez n'ont aucune incidence sur le chiffre d'affaires des SADP. On a souvent tendance à confondre l'ensemble des coûts de distribution puisque sur les 2 points dont je parlais, niveau 2 et niveau 3, nous sommes ce qu'on appelle en transparence comptable. Donc ça n'intervient absolument pas au niveau du chiffre d'affaires des SADP. Donc attention à tous ces équilibres. Donc nous on sait quoi, vous présentez des volumes en baisse depuis 15 ans qui sont structurels, qui sont entre 8 et 10%. Alors on peut se réjouir quand on baissait de 10% sur 150 000 exemplaires, quand on baisse de 10% sur 25 000 exemplaires, la baisse n'est pas la même. Vous voyez, même dans les baisses, on arrive à se réjouir. Mais la partie donc, rémunération donc, aussi rentre dans le cadre d'une pratique de la valeur que vous pratiquez sur vos prix. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Mais donc, en effet, concerne le niveau 2 et le niveau 3. Jean-Marie, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot sur l'égalité de traitement sur laquelle tu lis notre magazine. Ce que l'on a aujourd'hui dans nos différentes contributions, c'est que l'effort de la presse magazine ne peut pas, en tout cas l'effort des autres familles de presse ne peut pas être inférieur à celui de la presse magazine. Pour nous, il doit y avoir une égalité de traitement dans l'effort consenti par les familles de presse. Ça, c'est effectivement ce que l'ARCEP a corrigé un petit peu dans la contribution. Pour nous aussi, ce qui était important, c'est que, nous l'avons rappelé à de maintes fois, il aurait été plutôt bienvenu de trouver des économies ailleurs pour financer cette revalorisation. Et nous avions quelques pistes que nous avons évoquées très régulièrement, qui nous auraient permis largement de financer cette revalorisation. Je vais demander à Olivier Delclos, en cette fin de table ronde, peut-être alors soit à la lumière de tout ce qui a été dit par les différents participants, et puis sur vos chantiers futurs, au-delà de celui en cours, si vous avez des éclairages et voilà, des éléments à nous donner. C'est un piège de la fin. A été prévu. Donc, sur nos éléments futurs, non, je pense que les débats qui ont eu lieu aujourd'hui sur l'assentiment, la rémunération, les reflètent effectivement les débats qu'on a au niveau du comité de concertation. Donc l'ARCEP en a bien conscience. Qui est avec un objectif d'essayer de valoriser le développement de la presse pour que, je ne sais pas si on peut envoyer, mais au moins essayer d'accompagner le secteur dans cette situation. Sur les prochains chantiers, déjà a priori terminer les chantiers qu'on a proposés, la rémunération. Dans notre ambition 2030, il y a une affiche sur la distribution de la presse. On est assez intéressé sur la partie continuité territoriale du réseau. Donc, là, je regardais sur mon téléphone à l'instant le fameux cartographique, c'est
que ce serait des zones blanches ou des zones grises pour essayer de identifier quelles seraient les zones du territoire qui manqueraient d'éléments. Donc, grâce à la CRDP et les données qui sont plus données, on a fait travailler les étudiants au POSFS par rapport à ces données pour essayer d'identifier des territoires. Donc, on va travailler dessus pour voir si on peut trouver des choses pour permettre, s'il faut cibler des axes, identifier des zones potentiellement ciblées pour veiller à cette continuité territoriale. Merci. Alors, Eric, court, hein. Oui, très court pour aussi répondre à Jean-Marie sur notamment le travail en termes d'économie que font les CRP. Et bien évidemment, je me contenterai de parler de France Messagerie, donc, qui est une entreprise que j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an maintenant. Elle a fêté ses 5 ans, hein, donc le 1er juillet. Économiquement parlant, elle n'est plus un problème. Elle a un portefeuille de clients qui est extrêmement équilibré, 46% sur les quotidiens, 26% sur les magazines, et ensuite vous avez l'international, import, export, la diversification et les encyclopédies. Donc c'est un portefeuille qui est extrêmement équilibré et c'est extrêmement sécurisant quand on est à la tête d'une entreprise de cette nature. C'est plus de 30 millions, cher Jean-Marie, d'économies depuis sa création. Plus de 30 millions d'économies. Et à la fin 2026, on est en pleine période budgétaire, parce que faut soumettre nos barèmes donc à mon voisin dans quelques jours, n'est-ce pas? Ça sera près de 40 millions au total que nous aurons fait. Je rappelle, nous sommes payés uniquement à l'unité d'heure, et il n'y a qu'une seule trajectoire que je sais, c'est que je ne vais pas vous promettre que je vais avoir un chiffre d'affaires qui va progresser. Mon chiffre d'affaires baissera parce que les volumes baissent. Les idées pour continuer à se transformer, notamment avec Bruno, on en a nouveau schéma directeur, mutualisation, et tous ces éléments-là, vous les retrouvez où? Auprès de mon interlocuteur qui est quelqu'un en face de moi, en l'occurrence Romain Pagès, donc, qui est le directeur adjoint de cabinet de notre ministre de la Culture, et qui suit bien évidemment la mission sur Yano. La mission sur Yano, elle a plein d'éléments qui sont extrêmement importants. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en effet, il faut qu'on travaille beaucoup, il faut qu'on continue à travailler. Et ça, c'est une piste qui est indispensable. Et sois rassuré, Jean-Marie, nous allons continuer à travailler dans cette direction. Jean-Marie, la conclusion de la conclusion. Merci à tous d'avoir assisté à notre petite table ronde, désormais devenue un rendez-vous annuel. S'il n'y a pas une dernière question, je vous invite à rejoindre la petite pièce d'à côté où il y aura quelque chose à voir. Nous avons peut-être notre... Quand est-ce qu'on se met d'accord sur le drop? Oui, mais non, alors Jean-Louis... c'est ça la question. Mais c'est un sujet là. D'accord. Non, parce que si on lance le sujet là, alors là, on n'en a pas terminé. Mesdames, messieurs, ils sont